Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. The last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 225 du podcast Touchdown Actu en direct ou en différé. On est toujours là le jeudi, évidemment. Alain Maté, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine, tous les deux en pull. Raoul Villeroy, pull bleu. Salut, ouais, je suis désolé, j'ai mon t-shirt Touchdown Actu en dessous, je l'enlèverai pendant le changement, le jingle. Pull noir pour Grégory Richard, bonjour Grégory. Ouais, je n'ai rien en dessous. Dit-il alors, ça commence bien. Dit-il alors qu'on voit son t-shirt orange. Ça se qui voit à dépasse. peine, des New York Knicks. Très léger. Très léger. Messieurs, le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre partenaire pour les pronos, les paris en ligne sur la NFL, avec nous pour une deuxième saison qui est en train de se conclure. On les remercie évidemment. N'hésitez pas à vous inscrire en passant par le lien qui est dans les commentaires du site, dans le menu du site. Je vais y arriver. Et évidemment, les meilleures cotes, on va vous les donner en fin d'émission. Avant ça, on va parler du Divisional Weekend. Mais avant, place à l'actu chaude. Plan large. Raoul est en train de se déshabiller. Ah, c'est bon. C'est bon. L'actu chaude, messieurs, ça vient de tomber. C'était il y a quoi ? Allez, il est 6h15 au moment où on enregistre, une petite heure. Oh, c'est sur le plan large, t'étais magnifique, Raoul, dans cet arraché. Donc, l'actu chaude, c'est les affiches des matchs à Londres. On remplace notre débat de la semaine par ça, parce qu'on voulait vous l'annoncer. Semaine 6, 14 octobre 2018, stade de Tottenham, tout neuf. Raiders, Seahawks, 21 ou 28 octobre 2018, stade de Wembley, Jacksonville Jaguars, Philadelphia Eagles. Et 21 ou 28 octobre, stade de Wembley, Los Angeles Chargers, Tennessee Titans. Messieurs, seulement 3 affiches, j'ai envie de dire, parce qu'on s'était habitué à une croissance exponentielle année après année. On était passé de 1 à 2 à 3 à 4 cette année. Et finalement, on revient à 3. Et on perd Twickenham au passage. Oui, ce que je peux comprendre, parce que pour avoir fait les deux, tu sens qu'à Wembley, tout est mieux organisé. Twickenham est un stade plus ancien, un peu moins pratique. Rien que la tribune de presse, tu vois, elle est beaucoup plus loin de la press room. C'est pas un stade qui est fait. C'est pas un stade qui était fait pour ça à la base. Et je pense qu'en plus, il est plus loin, il est plus difficile d'accès. Je pense que ça arrange la NFL de pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets. Ils étaient bien contents de l'avoir pour avoir 2 stades. Quand il y avait 4 matchs à Wembley, ça aurait été très compliqué, je pense. Donc maintenant, voilà, il y a cette nouvelle possibilité à Tottenham qui reste très loin, mais qui doit être accessible aussi, vu que c'est un nouveau stade. Nord-est de Londres, ça reste à peu près avec une distance. Non, mais en fait, tu vois, quand je dis loin, c'est pas la distance en transport, c'est surtout une fois à la gare, tu as encore un quart d'heure de marche jusqu'au stade et c'est blindé. Et c'est là où c'est un peu compliqué, à mon avis. La NFL préfère avoir une grande avenue comme à Wembley où il n'y a rien, quoi. Et ça sera plus près de Saint-Pancras, non, si c'est au nord-est pour les Français. En plus, c'est pratique pour nous autres petits Français. C'est possible que ça soit sur la King Cross aussi. Tu dois avoir des trains. Ah, en plus, ouais. Ce qui serait quand même beaucoup plus avantageux pour les Français, parce que c'est vrai que Twickenham, c'était un peu à perpète. Ouais, c'était un peu perpète. Bon. Donc, sur les affiches, messieurs, on a 3 nouvelles équipes. Les Seahawks, les Eagles et les Titans. C'est les 3 équipes qui sont considérées comme à l'extérieur, qui sont nouvelles. Les Raiders, les Jaguars, les Chargers sont déjà venus. C'est eux qui vont recevoir. On va faire affiche par affiche. Raiders, Seahawks. Bon, ça ressemble quand même à l'affiche la plus prestigieuse des 3, non ? Et c'est à Twickenham, donc sur le nouveau stade avec sa pelouse rétractable. Donc en théorie, pas les problèmes de pelouse habituels qu'on a à Wembley. Tottenham, t'as dit Twickenham. Ah oui, pardon, voilà, Tottenham. C'est terrible. Donc la pelouse, si je dis pas de bêtises, dans quel ordre elles sont ? C'est donc celle de foot US qui est en dessous de celle de foot, si je dis pas de bêtises. Bah, ce serait logique, ça me paraît logique. mais... Bon. Donc en tout cas, c'est pas la même pelouse. Il y a un système qui fait que, donc en théorie, pas de pelouse grasse qui partent dans tous les sens, etc. Donc en plus, un avantage pour ces 2 équipes-là. Le match-up vous plaît ou pas ? Je sais qu'il plaît à Camille, forcément. Seahawks Raiders, Ken Roden contre Pete Carroll, quand même. Pas mal, quand même. Au niveau déjà, coaching, en termes de head coach, oui, on va dire qu'il y a du coach assez énergique sur le bord de touche. Ouais, c'est flashy.
Voilà, et puis en espérant que Derek Carr revienne en forme l'année prochaine, t'as Russell Wilson, Derek Carr, t'as le Khalil Mack. Voilà, le Khalil Mack contre chercher le pass rusher caractère. Bon, après, il devrait rester Michael du Richard Bennett, Sherman notamment, ou du Earl Thomas. Il y a de quoi faire. En tout cas, les retrouvailles de Bruce Irvin. Peut-être qu'il sera encore là. Voilà. Marshall Lynch contre son ancienne équipe, c'est vrai, en fait. Le Marshall Lynch, Chico. S'il est encore là. S'il est encore là. Mais vous savez que je suis un grand fan de Marshall Lynch. Je sais pas. Il faut lui payer son contrat quand même. Il n'a pas fait une saison non plus. Il a fait quelques bons matchs, mais est-ce que Gordon va vouloir le conserver? Rien n'est moins sûr. Mais encore une fois, c'est sûr que sur le papier, je ne sais pas si c'est la plus belle affiche, parce que pour moi, il y a deux très belles affiches. Une affiche un peu moins clinquante, même si elle fera briller les yeux de Raoul. Donc mais en tout cas, voilà, c'est clairement un match intéressant à voir. Donc on va dans l'ordre de la meilleure à la moins bonne affiche, si je comprends bien de ce que tu me dis. Puisque la deuxième, c'est Jacksonville Jaguars, Philadelphia Eagles à Wembley. Alors, c'est peut-être la plus belle affiche pour moi. Je ne comprends pas par contre pourquoi ils annoncent pour les deux derniers matchs 21 ou 28 octobre. Ils ne pouvaient pas se décider maintenant et donner les dates fixes, quoi. Parce que le calendrier, en fait, ça doit dépendre du tout le reste du calendrier, qui commence à l'extérieur, qui commence à domicile, pour éviter qu'ils aient par exemple, je sais pas, ça doit être lié à ça. Ils auraient pu fixer ça pour qu'ensuite ils bidouillent tout le reste du calendrier. Après, c'est vrai que je pouvais le comprendre sur des matchs en septembre ou ces 3e, 4e semaines. Là, c'est quand même curieux de fixer une date. Je sais même pas d'ailleurs si la date du Raiders Seahawks, parce qu'il y a écrit 6, 7 ou 14, non? Il y a pas. C'est fixé? C'est le week-end du 14? Ah oui, moi j'ai lu 14. J'espère que je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de. Ils ont le choix d'avoir la bye week juste après ou pas, et peut-être que cette date est pas. Ils ont encore ils peuvent encore prendre cette décision plus tard, et du coup, c'est en fonction de cette décision qu'on va leur dire, vous l'avez maintenant ou pas. Ouais, mais encore une fois, je suis assez étonné, moi, qu'ils aient pas pu fixer ces matchs-là et ensuite arranger le reste du calendrier, puisque quitte à les annoncer. Alors, je suis en train. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, par contre, c'est que ce sera 3 matchs en 3 semaines. Quoi qu'il arrive, ce sera semaine 6, 7 et 8. Ouais, c'est soit en 7 et 8 pour les deux derniers. Ouais, donc, et les deux derniers se joueront, quoi qu'il arrive, à Wembley, dans la foulée l'un de l'autre. Donc ça c'est sûr. Je suis en train de chercher vite fait. Donc c'est ça, il est confirmé pour le 14 octobre, le premier. Ça c'est sûr et certain. Donc ce sera 14, 21 et 28. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le premier est fixé. C'est Raiders Seahawks. Excuse-moi, c'est peut-être moi qui suis pas attentif. On connaît les horaires des matchs? Non, l'horaire local, non, pas encore. Non, on n'a pas les horaires. Donc on a juste vraiment la date fixe pour le premier, qui est Raiders Seahawks, et ensuite Jaguars Eagles, Chargers Titans, 21 ou 28 octobre, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre dans ce sens-là. Ouais. Et à Wembley, les deux. Moi, je mettrais le Chargers Titans en dernier. Profiter de l'engouement. Continuer à avoir des gens sur place. Moi j'aurais dit tu le sandwich entre les deux justement pour. Ça peut être une bonne stratégie par ton Eagles Jaguars où tu sais qu'il y aura. Oui, mais au moins les gens, tu sais, ils sauront que les semaines d'après il n'y a plus de match à Londres. Tandis que Chargers Titans, si tu le mets en deux, ils vont se dire on peut revenir la semaine prochaine. Ça se tient, faut voir. Je sais pas. Bon, en tout cas, Carson Wentz contre la défense de Jacksonville, ça pourrait être pas mal. Ça c'est sympa. Si Carson Wentz revient. Il va revenir quand même d'ici octobre. J'espère. Hein. Dur, toi. Et ensuite, donc Chargers Titans. C'est dommage parce que on a discuté, on va vous le dire dans la rédaction, immédiatement sur le chat interne de la rédac, on a vécu l'annonce en live. Ouais, et donc il y avait Camille qui disait ah ouais super les Seahawks. Il y avait notre graphiste Romain qui ah super les Raiders. Loïc qui est rédacteur et développeur les Eagles. Et puis les Chargers non Raoul non c'est dommage. Donc il aurait pu y avoir ton équipe préférée. Un an près. T'aurais pu voir Philippe Rivers. T'aurais pu être accrédité. Parce que du coup c'est mort, c'est sûr que non. Lui faire un selfie comme ça dans les vestiaires. Non. Mais je l'aime quand même bien, ça me pose pas de problème d'aller le voir. Hein. C'est pas parce que c'est plus mon équipe numéro 1 que je veux pas aller voir en vrai. En tout cas, je dois vous avouer que je suis dans les petits souliers puisque maintenant la lutte est lancée dans la rédaction. J'ai le pouvoir de délivrer les accréditations et de choisir qui y va. Donc il y a une bataille qui est lancée. Disons que je réclame des cookies, du café, des trucs. Je fais monter les enchères. Évidemment, sachez que parce que c'est une sorte de taxe, il y a un impôt Ben's Cookies qui a été instauré dans la rédaction de TDA. Depuis que je ne vais plus à Londres, la seule chose que je demande aux rédacteurs, c'est pas de ramener un résumé de match ou des déclats ou quoi que ce soit. Tout ça, je m'en fous. Je veux des cookies de chez Ben's et si possible en grande quantité. Voilà, c'est la seule chose que je demande.
le triple chocolat est pas mal quand même. Hein. Allez. Autant y aller à fond, moi je dis. Il faut. T'as vu comment il est prêt Bon, ok. Ah bah. Ok, d'accord. Si c'est toi, pas de problème. Il est dur en plus parce que c'est quand même lui qui va au Super Bowl dans moins d'un mois. Donc... Oui, c'est ça. Et le C'est mec, vrai. il va quand même faire 3 matchs à Londres et il va faire un Super Bowl. Et j'en veux toujours il est plus. là, pinaillé. Non, Le mais c'est mec, incroyable. pas me le mec plaindre. phagocyte tout. Voilà, il est bien. Je donne mes idées. Bon, voilà donc pour les affiches à Londres. Comme d'habitude, on vous tiendra au courant sur le site pour toutes les mises en vente. Juste si tu me permets, donc tu l'as dit, il y a trois nouvelles équipes qui vont à Londres. Par contre, une mini-déception, notamment par rapport aux rumeurs qu'on avait eu le mois dernier, c'est le fait que les Packers, par exemple, n'y seront pas. Ouais. Et on sait que c'est Ça une va équipe venir. qu'on attendait voir. Il reste qui Packers, Green Bay, Panthers Carolina et Houston. Texans. Exactement. Donc, Ça va venir. bon. Là, ils en ont quand même liquidé 3 d'un coup de ceux qui n'étaient pas venus. Donc, Pourquoi pas l'an prochain? Ça va arriver vite. Ça va arriver vite. À part s'ils réduisent encore le nombre de matchs l'an prochain, parce que C'est ça. on ne sait plus. Mais Il y a un an, Et on on rappelle sait qu'on allait avoir une. il y a le 4e match à Mexico. Alors ça concerne pas Londres, mais dans le Mexico, cadre ouais. des matchs internationaux, j'entends. Mais bon, ça prouve quand même qu'il y a un an, on nous disait bon, la franchise, c'est après-demain. c'est et ça, tout ouais. On tend peut-être moins vers une franchise Mm. qui jouerait 8 matchs par saison à Londres. Quoi. Voilà, on sait bien que voilà, ça va rester des matchs promo. Après, c'est 3 belles affiches à choisir. Peut-être mieux avoir 3 très bonnes affiches de qualité que 4. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si tu regardes les 4 matchs cette année, Il y en ça. a eu des vilains. Hein. C'est ça. il y en a hein, quand même. Vikings, Browns. Je sais pas s'il y en a. Ouais, il y a eu la mi-temps. Il y a eu la première mi-temps du Browns Vikings qui a été C'était accrochée. sympa. Ouais, les c'est autres, ça. ça a quand même été des purges. Saints, Cardinals. Donc voilà, vaut mieux à la limite avoir. Saints, Dolphins et Et Rams Cardinals. Rams Cardinals. T'y étais, je te rappelle. Hein. Ouais, mais l'autre jour, j'ai eu un doute avec Raphaël, puis ça m'a embrouillé. Non mais c'est ça, vaut mieux avoir 3 très bonnes affiches. Puis il y a quand même de l'intrigue. Excuse-moi, tu débines le Chargers Titans. C'est quand même les retrouvailles de Ken Whisenhunt avec son ancienne équipe, non? Ah non, il est plus coordinateur offensif aux Chargers, même pas. Si. Bon, si. Ah, si. Bah, Ah, voilà, ils ont c'est tout ça. gardé. Ouais, bah c'est ça. Oui, c'est bien Il est sûr. tellement bon, c'est plus. Donc voilà, et donc c'est ce que je disais, intrigue de fou, et je pense que c'est ce que tous les médias anglais vont titrer. Ken Whisenhunt retrouve les Titans. Et là, je vais te dire, parce que les médias- Là, les gens qui vont prendre leur Daily Mail ou Daily London ou ce que tu veux le matin, là, ils vont être Vu que je généralement, peux pas il y a- rater ça quoi. À il y a- Wembley ce soir, Ken Whisenhunt va être là et il va retrouver les Titans. Sa vengeance va être terrible. Généralement, il n'y a qu'une seule ligne dans les journaux le lendemain, alors ça m'étonnerait qu'ils en parlent. Toi aussi, tu t'es retrouvé à Saint-Pancras en train de chercher dans les journaux Ouais, comme ça. exactement. Alors, tous. C'est terrible. Ah, Là, je l'ai trouvé là en bas. il y a pour mes une lunettes. ligne. Todd Gurley a marché sur les Cardinals. Ok, Voilà. génial. Bon, voilà pour les affiches de Londres. On passe à ce qui va se passer beaucoup plus près de nous en Divisional Playoff. C'est maintenant. Les affiches des playoffs pour le deuxième tour, le Divisional Round. On fait comme la semaine dernière, on fait la preview dans l'ordre de ce qui va se passer. Le premier match, c'est samedi à 22h30, Eagles, tout d'abord, c'est eux qui sont à domicile. Tête de série numéro 1, Falcons, tête de série numéro 6. Ils sont tête de série numéro 1, Philadelphie, mais ils ne sont pas favoris de ce match pour les bookmakers. Pourquoi ? Parce que Nick Foles est le quarterback. Quel scénario pour que Philadelphie l'emporte ? Je pense que on a vu sur la fin de la saison régulière qu'avec un Nick Foles qui n'était pas très bon, et c'est un euphémisme de le dire, Philadelphie arrivait quand même à gagner quelques matchs, notamment parce que leur défense était capable de provoquer quelques turnovers sur des fins de rencontre. Il y a eu quelques fumbles, je pense au match par exemple chez les Rams ou contre les Raiders, ou même avec une équipe de Philly relativement poussive en attaque, ils arrivaient quand même à provoquer les pertes de balles et même à marquer des touchdowns, donc ça peut être à surveiller. Les Falcons n'en ont pas commis la semaine dernière, mais c'est une équipe qui reste, on va dire, sujet à en faire. On n'est pas à l'abri de fumble de Devonta Freeman. On sait que c'était une de ses spécialités, entre guillemets, au début du mois de décembre. On ne sait pas si Matt Ryan peut ne pas retomber dans ses travers. Donc, j'irai vraiment sur la défense. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'attaque, il y a pas mal de choses inquiétantes. Alors, pour te donner une petite recette, l'an dernier, ils ont gagné 27-10 avec quasiment 200 yards au sol, 25 sur 36 pour Carson Wentz et limité le jeu au sol d'Atlanta à 48 yards. C'est sûr que de toute façon, il faut limiter le jeu au sol. Et Greg l'a un peu dit, ce jeu au sol qui avait été si performant l'an dernier est revenu petit à petit en cours de saison pour, là, pas être à son top niveau, mais en tout cas faire le boulot. Et moi, ce qui m'a choqué la semaine dernière, c'est que les Falcons, ils l'ont emporté beaucoup choqué, non, on s'y attendait, beaucoup à l'expérience face à une équipe des Rams qui est toute jeune, et c'est normal, et qui va faire bien mieux. Les Eagles, c'est pas beaucoup plus... Nick Foles, c'est un petit peu vétéran, mais pas beaucoup plus expérimenté en playoff. Ça fait quoi ils sont pas allés en playoff depuis 2013. J'ai peur que ce soit encore un peu compliqué pour eux et que les Falcons puissent justement se servir de leur expérience en playoff pour
appuyer là où il faut. Après, tant qu'on reste sur la défense des Eagles, faut pas perdre de vue une chose, je sais pas si tu en parlais Alain, les Falcons ont parfaitement exploité le week-end dernier le run-stop défaillant des Rams. Là, ce sera clairement pas la même configuration. Ils vont tomber sur un run-stop de Philadelphie qui est sûrement un des plus solides de la ligue, avec Fletcher Cox, avec une ligne de linebacker qui, même avec la perte de Jordan Hicks, reste performante. Donc c'est sûr que là, il va falloir que le jeu au sol soit vraiment performant, parce que sinon, avec une plus grosse pression sur les épaules de Matt Ryan, et forcément son habitude, on va dire, à pencher un peu vers Julio Jones, ça peut créer des problèmes. Alors en attaque, Matt Ryan, justement, il a une évaluation de 102.4 en play-off. Greg, toi qui es le spécialiste, c'est la troisième meilleure évaluation de l'histoire en play-off. Devant qui Derrière qui Derrière qui, pardon. Qui sont les deux seuls quarterbacks de l'histoire à faire mieux que Matt Ryan en play-off. Tom Brady. Il y a un nom what the fuck. Il n'y a pas un nom what the fuck. Tom Brady Non, et ils sont tous les deux très connus. Brett Favre. Non. Ah bah non, Joe Flacco. Non et non. Oh. Kurt Warner. Ouais, t'en as un. Fayot. Et l'autre, il est beaucoup plus ancien. Genre, Johnny plus Unitas. ancien. Plus ancien, je crois. Oh. Ah ouais. Ah voilà, laisse tomber. Norm Norm Van Brocklin. Non. George Non, Halas. il a gagné des Super Bowls. Ah. Mais Bart Starr. voilà. Ok. Ouais, beaucoup plus. Bon, ça reste les années 60 quand même. Bah ouais, excuse-moi. Donc Bart Starr et Kurt Warner sont les deux seuls à faire mieux que Matt Ryan en playoff. Tom Brady a une évaluation plus basse que ça en playoff. Parce que non, au début des années 2000, Donc les deux qui sont venus à gagner un Super Bowl. Oh, quelle pression sur les épaules de Matty Ice. Voilà. Donc après, Kurt Warner s'est aussi fait battre par les Patriots au Super Bowl. Si ça Voilà. peut- Ouais, mais Ryan s'est déjà fait battre par les Patriots. Oui, ça c'est va, pas à chaque fois non C'est plus. ça. Non, mais c'est ce que je veux dire. Oui, c'est oui, qu'il il a peut-être fait dans l'autre sens. Il perd Ouais. d'abord contre les Patriots et C'est ensuite ça, il gagne. ouais, Il faut lui espérer. Mais en tout cas, bon, ça reste quand même un secteur fort pour eux. Et tu l'as dit avec Julio Jones. Dans l'autre sens, au niveau du secteur aérien, quand même, Nelson Agholor, Alshon Jeffrey, Zach Ertz ont tous au moins 8 touchdowns. Ça peut quand même passer dans les airs pour. 8 touchdowns sur la saison avec, encore une fois, Carson Wentz quand même. Tu peux pas écarter le fait que, Oui, mais bon, que ce ça que je veux change dire- quand même radicalement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des cibles. Ouais. Alors, J'essaie de j'ai relativiser. été agréablement Oui, je vois. surpris parce que là, en l'occurrence, je parlais des failles des Rams la semaine dernière. Le jeu aérien était censé être une de leurs forces. Et on a vu que la défense contre la passe d'Atlanta, même avec un pass rush qui avait tendance à laisser un petit peu de temps à Jared Goff, le jeu contre la passe était quand même assez efficace. Les cornerbacks, même si c'était souvent à la limite, faisaient quand même les jeux. Je trouve que Keanu Neal, même s'il est un peu régulier, peut défendre sur les tight ends. Il y a un léger déficit de taille, mais contre Zach Ertz, il peut parfaitement faire le boulot. Et puis il y a des linebackers qui sont capables de faire le taf également. Vic Beasley peut être en couverture. Devondre Campbell est excellent dans ce secteur-là. Dion Jones, pareil, je reviens pas sur son interception contre les Saints, par exemple, lors du First Day Night, et son côté clutch en fin de match dont parlait Raphaël mardi. Sans ça, ils sont pas là. Donc voilà, comme tu le dis, il y a les armes, mais en face, il y a aussi une capacité de répondre face à un quarterback qui est quand même, mine de rien, presque malgré lui, le facteur X de cette rencontre. Alors, je continue de chercher des points d'espoir pour Philadelphie. 31 ballons volés, 4e en NFL cette saison, Philadelphie. Ça, c'est vrai. Donc là, il y a peut-être moyen de faire basculer quelque Même chose. sans clairement. Carson Wentz, ça, c'est bon. Bon, je garde ça. Sinon, les Falcons sont favoris, on est plutôt d'accord. Ouais, On est plutôt à voir, parce qu'on n'en a pas parlé, le jeu au sol quand même de Philadelphie. Freeman et Coleman, on sait que voilà, c'est très irrégulier. Du côté de Philadelphie, il y a vraiment, on va dire, un jeu au sol avec plusieurs visages, que ce soit Blount, que ce soit Ajayi, Clement également qui peut sortir au besoin. Il me semble qu'ils utilisent quelques jet sweep également sur Agholor. Donc ils ont tendance à jouer un petit peu écarté, à bien utiliser Blount. De toute façon, je pense qu'il va falloir ça parce que j'ai du mal à voir Doug Peterson mettre beaucoup de pression, on va dire, sur les épaules de Nick Foles. Il va falloir que ce jeu au sol fonctionne. On a vu qu'Atlanta a bien stoppé Todd Gurley le week-end dernier. Ça aussi, ce sera clairement une clé si Philadelphie veut rester dans le coup jusqu'au bout. En fait, c'est toute l'attaque de Philadelphie qui est un facteur X, quoi. Grosso modo. Oui. En premier lieu, le jeu au sol, selon moi. Allez, les pronostics. Alors, un petit rappel avant de passer à notre prono de ce match-là. Le rappel des scores de la semaine dernière, ce qui nous a fait 4 pour Raoul, Grégory et moi-même, 6 pour Raphaël. On rappelle que les scores sont doublés en play-off, donc il y avait 2 bons pronostics pour nous pour nous 3 et 2 et 3 pour Raphaël, donc ce qui lui a fait 6 points. Le total des points, 161 toujours pour le groupe Eto et 174 pour Grégory, 176 pour Raphaël qui a pris 2 points d'avance
sur la semaine Et j'en dernière. suis ravi, grâce à une victoire d'Atlanta. Ouais. C'est vrai que toi tu gagnes tout le temps. C'est bien, tu t'assures des deux côtés. Sur les matchs d'Atlanta, Exactement. tu gagnes tout le temps. Le pronostic pour ce match, toi qui Les Eagles. n'oses jamais Non, tu peux pas pronostiquer, faire ça. il va perdre à Les cause de son Eagles. Tu peux équipe. pas C'est faire mignon. ça, Grégory. Mais ça me dérange pas. C'est mignon, il va perdre à Si cause ça de te son dérange équipe. pas, franchement. Bon bah Falcons pour moi. Bah, Falcons, oui. C'est bien, c'est beau. Non, mais t'as raison, il faut croire en ses Non mais convictions. c'est pas mal parce que dans tous les cas il gagne. Bah Ouais. oui. Soit il refait son À retard. tous les coups, on gagne. Donc soit Ouais, son ouais, équipe elle passe. Mais c'est vrai que là il va prendre du retard. hein, C'est ça. pas grave. Du moment que je fais pas le gage, On a, moi voilà. on a dit Raphaël quoi sera un beau vainqueur. on a dit quoi 2 points sur tous les matchs de playoff. On fait un plus pour le Super Bowl. Non, Non on a dit qu'on on avait dit restait. 5 pour le Super Bowl, non On avait Ah dit oui, 20 oui, pour le oui, Super Bowl, non Non, attends. 40. Et justement, Non, faut- Raphaël, il aime pas. Raphaël, il veut pas. Justement, faut que vous jouiez la différence avec moi parce que Raphaël, il me semble qu'il y a encore 17 points à On récupérer. est cramé sur vous deux. Ah, vous pouvez jouer totalement différemment. Nous, notre but, c'est de pas finir dernier. C'est maintenant. ça, Ça donc, va se jouer là, à ça un va prono. hein. Ça va se jouer à un prono, je te le dis tout de suite. Il reste 14 points à distribuer, c'est ça? Donc, suivant l'écart. Je crois que on a dit 5 sur le Super T'as Bowl. on a combien d'écart avec toi? J'ai plus les scores Bon, en tête, mais 13, il y en je avait crois. 13 la semaine Ah ouais, dernière, d'accord. donc il y en a 13 aussi. Ah je bah c'est pense. bon, là déjà on en a un différent, donc on peut revenir. Ah oui, on va grappiller 2 points. Patriots, tête de série numéro 1, Titans, tête de série numéro 5. Ça, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Là encore, il y a un favori plutôt clair. Les Patriots ont pris l'eau sur les premiers matchs de la saison en défense, mais depuis la semaine 5, ils n'ont encaissé plus de 20 points que 2 fois. Est-ce qu'ils vont être assez tranquilles dans ce match sur tous les secteurs, en tout cas sur le papier? Je dis bien, en tout cas sur le papier, qu'on ne nous dise pas encore, vous avez enterré une équipe et elle a quand même gagné. C'est les playoffs, tout le monde peut gagner. Ouais, je le dis, c'est ça. ça c'est dit. Maintenant Maintenant que sur c'est la dit, théorie, soyons réalistes. sur la théorie, ils sont quand même plutôt mal dans à peu près tous les domaines, sauf un. Les Patriots autorisent 4,7 yards par course en saison régulière. Les Titans sont une bonne ligne et un Derrick Henry qui sort d'un match à 156 yards. Bah, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, de toute façon, les Titans, je pense, gagneront avec une énorme ligne offensive. Surtout que le front seven des Patriots, en tout cas, de par ce qu'on a eu l'habitude de voir, paraît quand même un ton en dessous. Donc, voilà, très clairement, il ne faudra pas que Tennessee ait le trou d'air qu'il a eu la semaine dernière à Kansas City, parce qu'il démarre quand même à 14-0 et même à 21-3 à la pause. Ouais. Donc c'est sûr qu'il ne faudra pas avoir de retard à l'allumage, mais très clairement, il faudra une grosse ligne offensive et un jeu au sol forcément efficace, parce que là aussi, je pense que s'il y a grosse pression sur Marcus Mariota, ça peut être problématique contre une défense des Pats qui est parfaitement capable de s'ajuster. Et si justement Marcus Mariota faisait partie de ce jeu au sol? C'est là aussi où peut-être que les Titans, rendus à ce niveau de la compétition face à une équipe comme ça, je dis pas que c'est le moment de tenter un truc, mais tu sais que Mariota, il a cette capacité-là, qu'il avait cette qualité, et ça peut créer des espaces. Si c'est pas forcément attendu en face, il faut s'en servir, je pense. Imagine Mike Mularkey devient ouf comme ça et se lâche comme ça pour le deuxième tour des playoffs. Ça y est, c'est parti, on lâche les Bah cheveux. franchement, c'est déjà, pour eux, je trouve que c'est déjà une saison réussie d'être arrivé là, d'avoir Faut- gagné un match de playoff. Honnêtement, c'est faut loin. aussi se rappeler du match de l'année dernière, justement en demi-finale de conférence, où New England reçoit Houston, également en prime time, où on se dit ça va dérouler contre Brock Osweiler qui vaut pas grand-chose, et les Pats avaient mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans le match, notamment parce que la défense des Texans avait été efficace. Donc là encore, est-ce que cette défense des Titans peut être enorgueillie, on va dire, par leur bon retour en forme sur la deuxième partie du match contre Kansas City va peut-être mettre un petit peu de doute dans l'esprit de Brady. On sait qu'il y a forcément besoin d'un pass rush pour forcément mettre en difficulté l'attaque des Pats. Je suis pas sûr que Tennessee soit la meilleure équipe dans ce profil-là, mais ce sera forcément également une clé. Tom Brady arrive reposé, 25 victoires en playoff pour lui, plus que n'importe qui dans l'histoire. Même si Dick LeBeau peut faire des bons ajustements, déjà il le connaît bien. Et puis les Patriots savent quand même utiliser leur playmaker. On avait dit que Travis Kelce avait fait du mal aux Titans, là il y a Rob Gronkowski. Oui, ils n'ont pas de bol. Hein. Niveau Ça, de c'est le Allen, problème, ouais. Mais après, c'est un des problèmes des Titans, c'est qu'en face, il y a une armada incroyable. Et puis même, tu vois, depuis tout à l'heure, on dit que la défense des Patriots, c'est pas au top, mais cette équipe-là, coachée par Bill Belichick, il y a toujours un moment dans le match où elle arrive à se remettre au niveau et à bloquer ce qui marche. Et tu vois, quand je te disais qu'il faut lancer Mariota au sol, même s'ils commencent à le faire et que ça marche la première mi-temps, au bout d'un moment, ils vont s'ajuster. Et je les vois mal sur
1 heure de match réussir à se faire battre à chaque fois. Excusez-moi. Et puis oui, donc après il y a l'armée de coureurs des Patriots qui est quand même toujours un casse-tête en playoff. Tu sais jamais lequel, mais il y en a toujours un. Il y a toujours un sur chaque match qui va claquer 100 yards. Mais paradoxalement, le run stop est pas ce qui m'inquiète le plus du côté de Tennessee. Ils ont pas les plus gros noms, mais en tout cas voilà, il y a un run stop qui est parfaitement capable de stopper le jeu au sol des Pats, même si en effet tu le signales, il y a beaucoup de menaces, les Lewis, les Gillisley, Burkhead qui est revenu, je crois qu'il n'a pas joué le dernier match de la saison, mais là il a dû revenir. Je crois que c'était Gillisley qui était un peu blessé par contre. Donc pas mal de menaces à surveiller, c'est sûr, mais bon, je suis pas plus inquiet de ça avec les Jorel Casey et compagnie. Raoul, la solution pour les Titans, qu'est-ce que ça peut être? La course dans tous les sens, quoi. Ouais, mais en même temps, tu sais que ça va finir par être. Grégory essaie de me faire tomber le Kekemono sur la tête. Encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que les Patriots, avec leur expérience, savent quand s'adapter, quoi faire pour essayer de contrer à peu près tout ce qui existe, parce qu'ils ont la mentalité pour, ils ont les joueurs pour le faire, ils savent que dans ce système-là, chaque joueur peut prendre le rôle dont tu as besoin à tel moment du match, et malheureusement, depuis tout à l'heure, je suis hyper négatif avec les Titans parce que je les vois pas l'emporter, et même avec que de la course, à mon avis, ça suffira pas parce que Tom Brady, ensuite, il peut prendre feu sur un drive avec Gronk et partir au touchdown. Pronostic. Patriots pour moi. Patriots. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un pour courir sur Brandon Cooks notamment. Logan Ryan qui va retrouver les Pats, on sait que c'est pas forcément sa faculté première, et Jackson sur la menace profonde, c'est pas évident non plus. Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars, tête de série numéro 2 les Steelers, tête de série numéro 3 les Jaguars, c'est à 19h dimanche si je ne dis pas de bêtises. Les Jaguars ont battu les Steelers en saison régulière, mais il leur a fallu 5 interceptions dont 2 retournées pour des touchdowns, 181 yards de Leonard Fournette qui a aussi marqué 2 fois, et ça a donné une victoire 30-9. Est-ce qu'ils peuvent réussir un truc qui se rapproche de ça? Moi je pense. Les levées d'yeux. Mais non, mais je pense déjà dans la mesure où ils l'ont fait une fois, et en plus c'est pas improbable un match où Leonard Fournette en colle 150, c'est pas improbable un match où Roethlisberger lance beaucoup d'interceptions. On l'a vu plusieurs fois cette semaine, pas du tout cette semaine, cette saison. Et les Jaguars arrivent encore avec un capital confiance incroyable. Ils sont limite. Alors Blake Bortles s'est un peu calmé la semaine dernière et a rejoué avec le niveau qu'on lui connaissait. Mais sur les derniers matchs de la saison, il avait l'air de vouloir croire qu'il était bon par moment. Et voilà, si jamais sur ce match-là, ils arrivent à refaire tomber les Steelers dans les erreurs qu'ils ont commises face à eux la première fois, si en plus Blake Bortles par hasard se réveille. Alors le pire c'est que dans le match qui gagne, Bortles est à 8 sur 14, 95 yards et une interception. Il fait un match terrible en plus, mais c'est te dire que c'est possible sur un seul match que tous ces éléments-là soient réunis. Faut rappeler qu'on a affaire aux 2 plus gros pass rush de la saison, si j'ai bonne mémoire. C'est ce que j'allais dire plus tard, 56 sacs pour les Steelers, 55 pour les Jaguars, c'est les 2 meilleurs de la ligue. C'est ça, donc du coup, on sait que les défenses a priori seront au rendez-vous. Alors il y a un peu de casse chez les Steelers, je crois que Artie Burns par exemple, c'est très incertain. Donc ça rajoute un petit peu de doute, même si sa saison n'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est à ce niveau-là que je regarderais plutôt les attaques. Cette équipe des Steelers me paraît un peu plus complète, que ce soit au sol et à la passe. C'est pas dur de l'être plus que les Jaguars, où certes il y aura Leonard Fournette, où certes il y a des bons receveurs. Oserais-tu dire qu'ils sont plus équilibrés? Ils ont l'air en tout cas. Ils ont l'air un poil plus équilibrés. Non mais ça bien sûr, c'est un fait. Mais Roethlisberger lance pas 5 interceptions une deuxième fois. Non, et encore moins en playoff. On dit souvent en saison régulière et playoff, c'est pas le même cadre. Blake Bortles, alors certes il gagne sur le terrain des Steelers, mais avec une défense qui fait tout le boulot, qui fait 5 interceptions, donc je ne sais plus combien de pick six. T'es un hater, donc, c'est tout. Sans doute. Je supporte pas sa grandeur. Mais là dans un match où si Roethlisberger limite beaucoup plus les erreurs, je pense qu'à un moment donné Bortles va craquer, c'est ce qui me paraît un peu rédhibitoire pour Jacksonville. D'autant qu'on n'en a pas parlé, mais Antonio Brown devrait être là a priori, on ne sait pas à quel niveau puisqu'on n'a pas eu beaucoup de trop d'infos mais a priori il devrait être là. Si tu mets lui plus Le'Veon Bell plus Ben Roethlisberger dans un contexte de playoff, ça paraît quand même plutôt pas mal. Tu parlais des défenses, 16,8 points autorisés cette saison par les Jaguars, deuxième défense de la ligue. Les Steelers sont à 19,3 autorisés, donc c'est du très bon des deux côtés. Et dans ces cas-là, en effet, il y a quand même plus d'armes pour faire sauter le verrou du côté des Steelers, quoi. Par contre, tu parlais du retour d'Antonio Brown. Tu
tu fais bien aussi d'émettre un doute sur son état de forme, parce qu'il va quand même croiser Jalen Ramsey en face. Oui, c'est ça. Qui, je pense, de par son profil assez physique, va pas se gêner pour le secouer un petit peu. C'est vrai, ça c'est clair. Bon, Pittsburgh est 10e contre la course, pour ceux qui se demandent, puisque Fournette est quand même moins bien sur la fin de la saison, donc il y a quand même ça qui joue. En tout cas, on est plutôt d'accord sur le côté playmaker offensif de Pittsburgh qui devrait être la clé de ce match et faire la différence éventuellement. Le pronostic Steelers pour moi. Steelers pour moi. Raoul. Allez, Raoul. En fait, j'hésite. Le gars se joue là. Allez, Raoul. Là, j'ai l'impression que ça joue là. Je vais essayer d'en prendre un différent de toi, mais je sais pas. Faut pas le brusquer. Faut que j'arrive à savoir lui ce que faire tu vas croire que prendre tout tout est à l'heure. normal. Ouais, ça me paraît être un bon choix, Jaguars. J'avoue que j'hésite. Le mauvais En plus, ils me prennent pour un débile. Sans scrupule, devant la terre entière. Je prends les Steelers. Non, mais je tenterai plus les finales sont plus incertaines. Je prends donc Steelers aussi. Bah, tu sais pas sur le prochain. Bah, je vais voir sur le prochain déjà. Donc, mais j'essaierai plus au final de Après, faire je mon pense que sur trou. le prochain, je vais prendre la même chose que toi. Donc Je sais pas. Peut-être changer là. Bah, je sais pas. Le mec embrouille tout. Bon, Steelers pour tout le monde du coup. Ouais. Allez, Steelers. On termine avec Vikings, tête de série numéro 2, Saints, tête de série numéro 4. La dernière fois que. Pardon, je t'interromps. On n'a pas donné ceux de Raphaël, peut-être. Si, j'avais dit pour tout le monde en fait à chaque fois. Ah, ok, pardon. Autant bon, mais du coup, oui, Raphaël a pris les Patriots tout à l'heure. Là, il a pris les Steelers et avant, il a pris les Falcons. Ok, parfait. J'aurais dit à Bien joué. Vikings, donc tête de série numéro 2, Saints numéro 4. La dernière fois que les Saints ont joué les Vikings en playoff. 90 Non, c'est la finale de conférence NFC 2009. 2009-2010, donc joué en 2010. Avec la victoire en prolongation sur cette magnifique interception de Brett Favre. Et ils ont gagné donc le Super Bowl derrière. Après, ils ne gagnent pas sur l'interception, il est intercepté en fin de temps réglementaire. En gros, Minnesota est en position pour gagner sur un field goal et Brett Favre lance une interception horrible. Mais il avait une commotion, ce qui l'excuse. Ah, bah voilà. Bon, il y avait un contrat à l'époque, sur sa tête. c'était plus léger. Comme sur beaucoup des quarterbacks qui rencontraient les Saints. Il s'était bien fait démonter quand même. Si tu revois les images du match, oui, je me rappelle très bien. Donc à l'époque, les Saints. Alors, les Vikings ont gagné un match entre les deux équipes en première semaine cette saison, 29-19. Sauf qu'à l'époque, les Saints avaient Adrian Peterson, ils savaient pas trop quoi en faire, du coup ils avaient filé les ballons un peu à tout le monde. Ils avaient été limités à moins de 60 yards au sol en cumulé. Et de l'autre côté, il y avait Sam Bradford et Dalvin Cook. Donc on va dire que c'est pas tout à fait le même match. Cook qui explosait encore. Oui, il y a quasiment 130 yards et Sam Bradford, meilleur joueur de la première semaine en NFC en attaque sur ce match-là. Donc bon. C'est un peu compliqué d'extrapoler à partir de celui-là. Est-ce que quand même, on parle de ces coureurs qui avaient été bien limités au match aller des Saints, est-ce que la clé pour eux, ça va pas être ça, face à une équipe, on le dit toujours, très physique des Vikings, avec Alvin Kamara et Mark Ingram, essayer justement de prendre la main dans cette lutte-là? C'est ce que les Panthers ont essayé de faire la semaine dernière, et pourtant ça leur a pas trop réussi. Donc c'est sûr que oui, de toute façon il faut les retenir, mais il faut s'occuper de Drew Brees aussi. Et c'est là où je pense que les Vikings sont mieux armés que les Panthers, et où effectivement ça peut faire la différence. Après tu me diras, c'est évident, si tu arrives à contrer le jeu au sol et le jeu à la passe, normalement tu devrais t'en sortir. Ça arrive. Donc, ouais, voilà. C'est comme ses stats, son équipe gagne à chaque fois qu'il ne lance plus de 10 TD, tu sais. Ah ouais, la vache. Oui, bien sûr. À chaque fois que ce joueur marque plus de 5 touchdowns à la réception et 3 au sol, son équipe gagne. Waouh. C'est universitaire comme stat, ça, non? Ouais. Je forçais le trait. Laissez l'université en dehors de tout ça. Pardon. Non, je rejoins Raoul. Raoul. En lançant 8 touchdowns à la fac. C'est vrai. On embrasse Raphaël Masmejean. Je rejoins ce que disait Raoul dans le sens où alors c'est un peu une de mes maraudes ces dernières semaines, mais c'est vrai que le jeu au sol me rassure de moins en moins du côté de New Orleans, notamment Mark Ingram, parce qu'Alvin Kamara a toujours cette faculté, et je pense que la blessure d'Andrew Spitz qui est out jusqu'à la fin de la saison va pas arranger ça, leur garde gauche. Donc la clé, ça va être clairement de défendre contre Drew Brees. Carolina avait le pass rush, mais avait pas forcément le backfield défensif, ou en tout cas les cornerbacks pour réussir à couvrir sur Michael Thomas. Là, en face de Michael Thomas, sur un certain Xavier Rhodes. The road is closed. Et là, ça peut être une autre affaire pour les Saints. Alors, il va pas jouer tout seul, mais avec des Harrison Smith, un backfield qui est assez renforcé, un Mackenzie Alexander qui peut faire quelques jeux clés au poste de nickelback. Il y a quand même un pass rush et un backfield défensif qui peut être efficace. Donc c'est là-dessus que du côté des Saints, je ne serais pas totalement rassuré offensivement. Bon, de l'autre côté, qui tient Adam Thielen et Stéphane Diggs d'ailleurs? Alors, a priori, Thielen, ce sera Baltimore. Parce qu'il aura mis 157 yards à l'aller. Ouais.
Mais on a vu que Ken Crawley n'était pas complètement rassurant contre Carolina. C'est sûr que si c'est lui qui est au marquage de Stephon Diggs, il faut voir comment ça se passe. Hein. C'est censé être Thielen, le receveur numéro 1. En tout cas, statistiquement, cette année, c'est celui qui a le mieux performé. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des cornerbacks qui vont avoir besoin de renfort de la part des safeties, surtout qu'on sait que le backfield est assez renforcé. Et qui tient Kyle Rudolph? A priori, ça va être Von Bell. Van Bell ou Marcus Williams qui va s'en occuper, mais sur Kyle Rudolph, je suis pas très inquiet parce que il est quand même un peu moins fort que Greg Olsen. Alors Olsen a eu un impact clairement malgré son retour de blessure, il a eu un impact du côté de Carolina. Rodolphe est un peu irrégulier. Dans la end zone, quand même. Tu vois. Dans la oui, c'est une machine. C'est une menace dans la zone rouge. Ah ouais. Après, en termes de menace en règle générale, pour avancer, il paraît un peu inconstant. Mais voilà, c'est vraiment sur les extérieurs où ça peut jouer du côté de Minnesota et de la défense des Saints. Alors, on n'a toujours pas parlé de la superstar de ce match, Case Keenum, le quarterback des Vikings. Case Keenum en playoff, meneur d'une équipe qui peut aller au bout. Est-ce qu'on y croit? Moi, j'ai envie de lui donner raison. Quand tu vois tout ce qu'il a fait cette saison. Alors certes bien entouré, certes avec une bonne défense, n'empêche que même si Sam Bradford était revenu au top, même quand Teddy Bridgewater est revenu, on lui a laissé les clés du camion, donc c'est que du côté de Minnesota on veut bien croire que c'est lui qui va aller au bout. Je suis désolé, je vais répondre volontairement. Non, mais tu fais ce que tu veux. Ouais. Je vais répondre à côté de ta question. Volontairement, dans le sens où je pense que sa prestation sera forcément liée, un peu comme souvent cette saison, je pense, au rendement de sa ligne offensive et surtout aux brèches qu'aura le jeu au sol. Parce que le duo Murray-McKinnon a été efficace aussi parce qu'il y a d'énormes brèches qui ont souvent été délivrées et il va falloir voir comment ce run-stop des Saints arrive à se comporter. Il n'y a pas énormément de gros noms au niveau de ce run-stop. Il y a un joueur comme Sheldon Rankins qui est relativement régulier, des joueurs comme Robertson, Thio, je ne sais pas si AJ Klein est de retour, j'ai un doute là-dessus, j'en suis pas sûr. Il n'a pas joué contre les Panthers? Je crois pas, j'ai pas vu. Il semblait l'avoir vu justement. Je peux me tromper, je n'ai pas un failli là-dessus, mais voilà. Donc, il va falloir gérer ce run-stop et puis forcément la menace Cameron Jordan, puisqu'on sait qu'il est capable de faire énormément de choses. Il a un panel assez large. Donc, je pense que le rendement de Keenum sera forcément lié au rendement de son casting et notamment de sa ligne offensive. Pronostic. Bon, toi commence. Ah d'accord. Oui, on va. Ça risque pas de. Je suis devant vous. Attends, je te donne le leader. Puisque Raphaël est le leader, il a pris les Vikings. Ah mais tu vois, ça m'arrange pas parce que je me dis, est-ce que je joue la différence ou et on se moque de moi quand je fais ça. Joue avec ton cœur. J'irais plus vers les Vikings, mais on m'a suffisamment reproché de jouer la même chose que Raphaël. Pour une fois, je peux jouer la différence pour moins essayer de revenir sur lui. Mais c'est toi qui. Vikings quand même, la défense est vraiment costaud. Donc Vikings pour vous deux, Raoul. Vikings aussi. Je prends les Saints. Allez, parfait. J'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Il est là le gage. Peut-être. Ne me lâche pas, Drew Brees. Tu vas pas te faire abattre par Case Keenum quand même. Ne me lâche pas Case Keenum, c'est quand même. Non, n'oublie pas que les gens disent toujours que c'est Eli Manning qui a battu Tom Brady au Super Bowl, d'accord? Donc c'est Drew Brees qui va battre Case Keenum. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Peyton Manning qui a battu les Carolina Panthers. Exactement. Et je persiste et signe, surveiller possible fumble de Mark Ingram. Moi, je le sens craquer dans un moment clé, Mark Ingram. On peut pas mettre de thunes là-dessus, sur Unibet, je préviens. Non, mais c'est pas. Ah bah non. On peut pas parler. On n'est pas en Angleterre, malheureusement, non. Avec Freeman, je me serais fait des sous. Avec Freeman, je me serais fait des thunes. Non, en tout cas, bon, voilà, je suis le seul à prendre les Saints. Ça marche. Elle va peut-être se faire là la différence alors. Peut-être. Voilà pour la preview et les pronos. On passe au meilleur code de la semaine. Et oui, c'est le son du cash qui tombe dans vos poches en suivant nos pronostics. C'est parti. Les cotes de la semaine. On commence avec Raoul. Moi, j'ai pris un favori, en l'occurrence les Falcons, qui sont à 1,57 face aux Eagles. Certes, c'est pas une énorme cote, mais encore une fois, ils sont favoris face à des Eagles qui n'ont pas leur quarterback titulaire et il y a beaucoup d'expérience en leur faveur. Moi je trouve que ça se joue, même si voilà, c'est pas une cote à 2 ou plus. La suivante, je sais plus si c'est la mienne ou celle de Grégory qui va apparaître. C'est Grégory qui a décidé de jouer l'original. C'est ça. Avec un marqueur de touchdown. Ouais. Alors on peut dévoiler les coulisses. J'ai été le dernier à faire mon pronostic et on a pris les meilleurs. Les cotes qui restaient n'étaient pas très séduisantes dans le fond. Donc j'ai voulu miser sur un score de touchdown. C'est un exercice que j'aime bien faire. Donc
J'ai misé sur Marcus Mariota, sur un touchdown de Marcus Mariota, côté à 3,20. Si 3,60. 3,60 au sol. C'est monté depuis tout à l'heure. Petit coquin. Donc au sol. Ah oui, bien entendu, Oui, au sol. Oui, il n'a pas marqué les TD à la réception sur tous les matchs non plus, mais non, un Donc TD, au sol, Mariota, un 3,60. TD au sol, j'ai du mal à voir les Titans Fanny sur ce match-là. Ça Et peut se faire. en position goal line, ça peut se tenter. Et moi je termine avec les Saints Outsiders, je les ai pronostiqués, donc je les prends à 2,70, ce qui nous fait un combiné de 10 euros, un combiné à 10 euros, 152,60 euros. Donc plutôt pas mal avec le Mariota qui fait gonfler la cote. Le YOLO, messieurs, on fait simple pendant les playoffs, on prend tous les outsiders, donc ça nous donne, donc ça nous donne Eagles, Titans, alors les Titans c'est un truc énorme, 5,75. C'est 5,75, ouais. Jaguars et Saints, et Camille va mettre le bandeau parce que j'ai pas noté le total, mais c'était 10 euros égale un bon 1500. 1156,08. 1156,08. Tout à fait. Bah voilà, on est pas mal. 1156,08. On a le loyer. Il fait bien ta speakerine pour le. Oui, il y a un petit côté le compte est bon dans les chiffres et les lettres. Ah Tu sais. ouais, c'est pas- Alors je retire 5. Ou la voix haute du chef de prix à l'époque, je pense que Camille aurait fait un carton. Il y a un petit truc, voilà. Donc 1156. Voilà, 1156,08, j'ai sous les yeux en plus. 1156,08. C'est donc le YOLO. Voilà comment se termine, messieurs, notre épisode de jeudi. Ah bah écoute, il y a un petit peu moins de matchs en ce moment. On n'a pas fait de tweet Clash Buzz, on a fait l'actu londonienne. Oui, c'est mieux. J'ai vu pas mal de remarques d'ailleurs sur Londres. Il y a des gens qui s'échangent déjà des adresses, des de endroits pub, etc., de pub, de choses à faire. Des auditeurs avec qui j'avais déjà été prendre un verre, donc si on s'y retrouve avec plaisir. C'est vrai, tu avais pris un verre avec Rick Spielman, non? Oui, dans ce même pub en l'occurrence. Ah. J'avais pris un verre avec Rick Spielman, le GM. Est-ce que la mascotte des Vikings était là? Non, il n'était pas là ce jour-là, malheureusement. Ça se trouve, il était là, mais sans le costume. Bah peut-être, du coup j'ai eu du mal à le reconnaître. Ah, J'avoue. Donc c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 225 du podcast Jean Actu. On se retrouve dimanche dans le fauteuil, encore une fois, ce sera dimanche à 18h. Dimanche aussi au Hard Rock Café avec Monsieur Raoul Villeroy de Gallo et... Je peux le dire ou pas? Camille Sarabène sera avec toi. Mon fidèle acolyte, parfait. Tu ne le savais pas encore, il te fait la surprise. J'adore. Est-ce que cette fois on pourra venir toucher sa barbe ou pas? Je sais pas. C'est vous qui voyez. Est-ce que les gens ont l'autorisation? Attention, Camille, il est mort. c'est les playoffs. Je suis pas sûr qu'il aime trop qu'on le touche. Contre une barbe. Contre une pinte. Ah J'ai eu peur. Oui, moi aussi. Contre ton On scalp. a échangé nos barbes. Non, contre une pinte, c'est honnête. Contre une pinte, bon, Du coup, ça si vous va. voulez mon pays, au passage. Oui, mais il va falloir que tu Il va finir raide manger Camille à la fin de la... Il y a des gens qui vont toucher sa barbe, il va boire. Touchez ma barbe, mon bon, Juste pour le principe, on le bourrait. Nous, on sera sobre et on sera dans le fauteuil, probablement avec Grégory, si je dis pas de bêtises. Sobre, c'est votre choix. Voilà. Bah oui, non, on évite quand même, on boit pas à l'antenne. Ouais. À l'antenne, non. On vous rappelle que le podcast donc, du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne. N'hésitez pas à y aller, c'est aussi une manière de nous soutenir en vous inscrivant, en utilisant le lien qui est sur le menu du site. Pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, on les remercie également. On remercie évidemment Bestla, Alexandre, Freakball, Versus Art, Mister Techno Vidéo et Grumpy qui se sont ajoutés ces derniers jours avec des tips. J'ai oublié de charger le nouveau générique, mais il est prêt. Donc il y aura les noms des nouveaux tipeurs mardi, je vous le promets. Mais il était prêt, je vous jure. Un petit moment autopromo pour un nouveau podcast TDA Media. Bah oui, avec notre collègue Loïc qui est graphiste, développeur sur le site. On lance un nouveau podcast TDA Media, voilà, sur l'Overwatch League, qui est la compétition d'Overwatch qui a commencé hier d'ailleurs. C'était très sympa. Donc voilà, si vous voulez, lundi soir, ce sera sur iTunes, sur SoundCloud, sur Twitter, tout ce que vous voulez. Faites un tour, Nerf 10 podcast. Ils ont déjà mis sur iTunes, bon, on retweetera avec le compte officiel de bien TDA gentil. pour pas que vous le ratiez. Ils ont déjà enregistré le pilote, si certains ont peut-être déjà entendu. Peut-être. J'ai eu l'honneur d'assurer le son C'est vrai. de ce pilote et donc j'ai écouté parler de Overwatch League pendant 1 heure. À la fin, j'avais des petites gouttes de sang qui sortaient du nez parce que j'essayais de comprendre. Quand on ne connaît pas, c'est Et difficile. j'ai fini par tomber la tête sur la table. C'est pas de la bonne promo. Mais est-ce que tu as retenu l'information essentielle qu'on te donnait quand même? Moi, j'ai entendu des trucs genre tank, APG. Tu as oublié les hitscans et les projectiles? Des LAN, des trucs. J'ai pigé que dalle, j'avais l'impression d'avoir 70 ans. Moi, j'ai entendu Overwatch. Ah, voilà. Moi, je les ai écoutés pendant Et une encore, heure. ça reste abstrait pour moi. Non, mais là, ça va être franchement, ça va être plus dans l'analyse, donc ça sera plus dynamique. Après, voilà. C'était un pilote, il fallait Non, mais qu'on alors enregistre. après, en plus, on taquine. C'était dynamique, c'est juste que bon, voilà, moi, je maîtrise pas Quand le tu sujet. connais pas, ça malheureusement, parlera je évidemment. comprends. Si vous aimez l'Overwatch, écoutez Raoul et Loïc, ça vous parlera. Il n'y a pas de souci. Yes. Et ils ont fait des beaux habillages sonores en plus. Donc pour nous suivre, touchdownactu.com, @tdactu, @yellow radiosa, @raoulvdg, @camille Sarabène, @alain
Mattei. L'actu de la NFL sur tdactu.com. Camille, tu peux lancer le générique. On se retrouve dans le fauteuil dimanche à 18h au Hard Rock Café pour ceux qui veulent voir Raoul et toucher la barbe de Camille. Déguisez-vous. Très bon playoff à tous et déguisez-vous, bien sûr. Ciao, ciao. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.